Bonjour et bienvenue pour cette première rencontre dans Miroir Désinvolte, le podcast qui vous aide à devenir qui vous êtes. Je suis Adeline Anger, coach de vie, hypnothérapeute. Ma mission, c'est de vous aider à vivre une bonne vie, tout simplement. Une vie où vous vous sentez bien. Et je crois que pour faire ça, vous avez besoin d'apprendre ou de réapprendre à aller à l'intérieur de vous pour y trouver vos propres réponses. Car une bonne vie, c'est une vie que l'on définit selon ses propres termes. Termes que l'on connaît uniquement si l'on a développé une fine écoute de soi et qu'on a réussi à faire taire tous les bruits extérieurs. Dans ce podcast, il y aura des partages de réflexions autour de l'estime de soi, la conscience de soi, la relation à soi-même et donc aux autres, la guérison émotionnelle et tout un tas de thèmes que j'ignore encore et qui se feront connaître le moment venu. Car ce podcast sera aussi un lieu d'expérimentation où je vais laisser place à la spontanéité. Bonjour à vous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Le thème du jour, c'est le pouvoir de la compassion. Un titre que j'ai choisi, mais sur lequel j'ai eu beaucoup d'hésitation. Peut-être parce que je ne suis pas certaine que j'aurais eu envie d'écouter, moi, un épisode avec ce titre. Parce que j'ai très longtemps eu une image de la compassion très vague et comme étant quelque chose de potentiellement inutile ou inexploitable. Je dis bien exploitable parce que quand j'ai commencé mon chemin en développement personnel, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais surtout à la recherche d'outils ou de manières de faire qui pouvaient m'apporter des résultats rapides et vérifiables et concrets. Le pouvoir de la compassion me paraissait alors être quelque chose de très obscur, très abstrait. Et en fait, la compassion, ça s'approche plutôt d'une philosophie et d'une manière d'interagir avec le monde et avec soi-même, puisque le thème du jour, c'est la compassion envers soi. Et en ce sens, je pense que personnellement, j'ai eu besoin d'approcher d'autres manières de faire, d'apprendre d'autres choses avant vraiment d'arriver au cœur du cœur de la compassion, qui pour moi aujourd'hui est quelque chose de fondamental dans la relation envers soi-même. La compassion envers soi, ou l'autocompassion, c'est l'amour de soi. Le contraire de ça, c'est cruauté, dureté, froideur, indifférence, inhumanité, insensibilité envers soi-même. Si j'en reste là, je ne saurais pas exactement comment m'apporter de la compassion, comment être en compassion avec moi-même, parce qu'en fait c'est un concept si vague qu'on ne sait pas exactement à quoi ça renvoie. Et moi, en tout cas dans le cadre de mon travail, de ce que j'ai envie de transmettre comme message, pour moi la compassion commence déjà par la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous vous traitez, la manière dont vous vous considérez. La compassion envers soi-même, c'est être à l'écoute de soi-même et c'est aussi être doux envers soi-même. Une des étapes importantes pour nourrir la compassion vers vous-même, c'est d'observer votre dialogue intérieur et de le changer lorsque c'est nécessaire. Et par dialogue intérieur, j'entends pas forcément que de prêter attention aux mots que vous vous dites, même si c'est déjà une étape très importante. Mais je vous invite aussi à être vraiment attentif à la manière dont vous vous sentez de façon générale déjà, et aussi à écouter les messages de votre corps. Car tout ce qui se passe dans votre corps, donc les sensations physiques, ainsi que les mots que vous vous dites, portent des informations et il n'y a pas une information qui est plus importante qu'une autre. Vous devez tout considérer comme étant important et comme faisant partie de vous. Et c'est en partant de cette observation fine que vous pourrez ensuite transformer ce qui a besoin d'être transformé. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la compassion envers soi, donc lorsque j'ai commencé à travailler sur ça au niveau personnel, le problème majeur que j'ai rencontré, c'était que je restais à la surface des choses en fait. J'étais pas du tout en contact avec qui j'étais réellement et j'essayais simplement de m'envoyer une sorte de douceur, un truc un peu chamallow guimauve quoi, un truc genre la main sur le cœur et puis j'essayais de me convaincre que voilà, je m'aime tel que je suis, etc. Et
en fait, j'étais pas du tout dedans. J'étais pas dedans parce que c'est pas exactement ça, en fait. La compassion, en tout cas la compassion comme outil de transformation. Mon approche ressemblait un peu à moi qui essaye de mettre des paillettes sur ma personne sans vraiment mettre les mains dans le cambouis et sans vraiment essayer de me comprendre intimement. Et en fait, l'effet que ça fait, c'est un effet superficiel, un effet un peu plastique, quoi. Où on se dit que voilà, on a réussi à s'apporter un peu d'amour, alors qu'en réalité, on a laissé nos blessures telles qu'elles étaient, nos traumas tels qu'ils étaient, et ça ne transforme pas réellement son intérieur de faire ça. Au contraire, parce qu'en faisant ça, j'ai essayé un peu de me booster. Et ce que je disais à mes parties en souffrance, c'était c'est bon, taisez-vous en fait. On passe à autre chose. On passe à autre chose, vous vous taisez, on va de l'avant, etc., etc. Donc c'est un peu ce truc de se forcer à aller bien, à se faire mine un peu de se donner de l'amour. Alors qu'en fait, ce que ça envoie aussi comme message aux parties en souffrance, c'est qu'on n'a pas envie de les écouter, qu'on n'a pas envie vraiment d'en prendre soin. Et la compassion, au contraire, c'est vraiment de prendre ces parties par la main et de leur dire viens, on va essayer de cheminer ensemble et de voir comment on peut te donner ce dont tu as manqué. Donc ce n'est pas du tout un travail de colmatage ou de vouloir appliquer un pansement sur une blessure, mais au contraire, c'est un travail qui implique d'aller en profondeur, d'aller à l'intérieur et de vraiment prendre soin de ce qui a été oublié ou mis de côté. La compassion envers soi, c'est aussi une exploration qui va vous inviter à prêter attention à votre posture, c'est-à-dire à la façon dont vous vous tenez et à quelle partie de vous vous adressez et à ce que vous lui dites. Je vais vous donner un exemple précis de ce que j'appelle faire attention à la perspective. Par exemple, dans mon cas, je me suis retrouvée pendant très longtemps avec de la somatisation, donc des symptômes physiques qui étaient vraiment l'expression de douleurs psychologiques. Et pendant très longtemps, j'ai été dans une forme de compassion qui était je dois prendre soin de moi et je dois faire disparaître ces symptômes. Je dois absolument prendre soin de mon corps et oui, faire disparaître les symptômes. Ça a été une approche, si on la juge comme ça un peu de l'extérieur, c'est une approche de compassion, puisque j'ai souffert et j'ai eu envie de soigner ça. Sauf qu'en étant dans cette approche-là, je me suis rendu compte, avec le temps et avec la persistance des symptômes, qu'en réalité, j'étais dans un combat envers moi-même, puisque je m'étais lancée dans une espèce de désir de vraiment retrouver un corps tout neuf, vouloir vraiment supprimer des symptômes. Et c'est comme si j'avais voulu quelque part supprimer des parties de moi qui me dérangeaient. Parce que les symptômes physiques, la somatisation, ce sont des parties de soi qui s'expriment. Donc ce sont des conflits intérieurs aussi qui peuvent se manifester comme ça. Et la compassion dans ce cas-là, c'est d'aller chercher, d'aller voir ces parties de soi qui sont en souffrance et de vraiment dialoguer avec elles. Dialoguer par les sensations physiques, par le travail intérieur, mais aussi par les mots qu'on se dit. Et parfois, ça peut être des mots type rumination, type des mots qui tournent dans notre tête. Mais ça peut être aussi des mots qui sortent de notre bouche. Ça peut être une très bonne exploration de se parler. Alors, de préférence quand on est seul chez soi ou devant son miroir. Ou voilà. Dans la rue, après, vous pouvez. Dans le métro, vous pouvez aussi. Mais bon, ça pourrait être un peu étrange. Mais se parler à soi-même d'une manière qui vous soutienne, c'est quelque chose qui peut être très, j'allais dire très efficace, mais c'est pas efficace le mot que je cherche. Ça peut être très soutenant pour vous. Ça peut être très, très doux aussi pour vous. Et ça peut permettre aussi de faire sortir à l'extérieur
quelque chose qui est en train de tourner à l'intérieur et dont vous n'avez pas exactement conscience. Parce qu'en fait, toutes nos pensées qui sont automatiques, tous nos ressentis qui sont automatiques, tout ça passe très très vite dans notre corps. On est habitué à ça, on ne fait pas forcément attention à ce qui se passe dans notre corps toute la journée. Et en fait, on peut très vite survoler quelque chose, une information qui en fait a son importance et qui mériterait d'être... sur laquelle on mériterait de passer un peu plus de temps. Et justement, quand on fait cette exploration en parlant, donc en ayant un dialogue intérieur qui soit finalement extérieur, par la voix, par les sons extérieurs, ça change aussi, ça change votre relation à vous-même. Ça pourrait être un détail de penser comme ça, mais les choses sont très différentes quand vous parlez la bouche fermée, donc quand vous avez des pensées comme ça dans votre tête, et quand vous les verbalisez vraiment. Il s'agit de deux approches différentes. Il arrive aussi quand vous commencez cette exploration de dialogue intérieur, extérieur, peu importe, mais quand vous commencez à parler un peu avec vous-même, vous pouvez découvrir des parties de vous en souffrance et ne pas savoir quoi leur dire. Ou alors être très maladroit, comme moi j'ai pu l'être dans l'exemple que je vous ai cité juste avant. Et dans ces cas-là, c'est important justement de ne pas chercher à couvrir de paillettes une souffrance que vous avez. Je pense à toutes les pensées du style je suis nulle, j'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bien. Toutes les personnes aussi qui ont des problèmes d'image d'elles-mêmes et qui ont du mal à savoir quoi se dire pour pouvoir se booster. Alors si vous avez une pratique d'affirmation positive, vous pouvez la garder. Moi, c'est pas quelque chose que je favorise dans le sens où je trouve que les affirmations positives sont très efficaces quand on a déjà une bonne idée de qui on est et quand on comprend un petit peu les mécanismes à l'intérieur de soi. Parce que si on ne comprend pas ça, le risque, c'est de vouloir utiliser une affirmation comme un pansement qu'on pose sur une blessure pour cacher quelque chose. Par exemple, si vous pensez que vous êtes nul et que vous vous répétez je suis quelqu'un de génial, je suis ceci, je suis cela, peu importe, peut-être que vous allez réussir à dépasser ce sentiment d'être inadéquat, mais peut-être aussi que vous êtes en train d'essayer de forcer un mécanisme en vous et qu'en fait, la manière la plus écologique de vous soigner n'est peut-être pas l'affirmation positive. Peut-être que ça peut être autre chose. Et moi, je vous propose un autre chose qui est par exemple de vous dire aujourd'hui, je me sens nulle et je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, mais j'ai vraiment envie aujourd'hui d'accompagner cette partie de moi à trouver les ressources, à trouver les solutions pour qu'elle se sente mieux. Et déjà, en étant dans ce dialogue-là, qui est un peu plus subtil, vous êtes un peu plus près de vous-même. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas en plus à supprimer cette partie de vous ou à la changer, parce que les parties n'aiment pas qu'on veuille les changer. Elles n'aiment pas ça du tout. Elles n'aiment pas ça du tout. Et vous montrez que vous les respectez et que vous vous respectez comme vous êtes. Parce qu'il y a toujours quelque chose aussi, moi, que je garde à l'arrière-plan de ma conscience, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui, même si elle a des douleurs, elle porte des douleurs que vous ressentez, elle a quand même réussi à vivre jusque-là. Et pour faire ça, elle a dû créer des mécanismes, créer des moyens de se protéger, créer des moyens d'avancer que vous devez honorer. Vous devez honorer ces mécanismes parce qu'ils vous ont permis de vivre jusque-là. Et si vous voulez transformer et grandir encore plus, vous devez partir toujours de qui vous êtes. Et donc, dans cette idée de la compassion vers soi, il faut aller chercher les parties comme ça qui souffrent, qui vous disent des trucs horribles, et les prendre par la main, si elles veulent bien, parce qu'il y a des parties, parfois, elles sont très récalcitrantes, parce qu'elles ont travaillé dans le dur depuis des années, et elles sont pas contentes, et elles sont super en colère, donc elles disent des trucs horribles.
Et en fait, votre travail, c'est toujours l'accompagnement. En fait, ce que je vous invite à faire dans ce que je vous partage là, c'est de vous accompagner vous-même. Parce que c'est ça, en fait, avoir de la compassion envers soi-même, c'est trouver un chemin pour réussir à s'accompagner soi-même, à s'élever soi-même, parce que, in fine, même si vous avez des coachs, des thérapeutes, des personnes qui vont pouvoir vous aider, ce sera toujours vous à l'intérieur. C'est vous qui allez faire le travail. Donc même si vous ne pouvez pas le faire entièrement tout seul, que vous aurez besoin de connexion, que vous aurez besoin d'être parfois guidé par quelqu'un qui voit des choses que vous ne voyez pas, mais c'est important aussi de prendre conscience de votre capacité, de votre capacité à vous, de faire ce chemin. Parce que c'est vous qui marchez dans votre corps, c'est vous qui pouvez montrer du respect envers votre corps, envers toutes ces parties de vous qui sont à l'intérieur. Et la compassion, ça passe aussi par là, par ce travail de conscience et par ce travail d'être dans une forme de paix, même si à l'intérieur, c'est le chaos et que vous vous dites, mais en fait, comment je vais faire pour gérer ce truc que j'ai en moi qui me bousille ou qui je sais pas quoi. Vous devez trouver, enfin en fait vous ne trouvez pas parce qu'il est toujours là cet espace de paix, mais vous devez vous asseoir dans cet espace de paix où vous allez réussir après à créer une sorte de médiation entre vous et cette partie qui vous dit que vous êtes nul. Cela va vous demander un travail d'attention constante, régulière, mais comme de la même manière que vous pourriez accompagner un enfant, par exemple. Je prends l'exemple de l'enfant parce que je suis maman d'un enfant de 2 ans, donc pour moi c'est très parlant, et je pense que pour ma part, la maternité est quelque chose qui m'a vraiment fait sortir de ma tête, fait sortir de mon ego, puisque enfanter, c'est une expérience qui est déjà profondément physique, et le physique, c'est l'endroit où, enfin le corps, c'est l'endroit où il y a la vérité. La vérité est là, dans votre corps, à travers les sensations physiques. Oui, c'est ça, à travers les sensations physiques. Et la maternité, pour moi, m'a permis déjà de faire, une reconnexion au corps, et 2, d'avoir un petit enfant chez moi, constamment, que je dois accompagner. Et il m'a appris, cet enfant, à voir, à sentir vraiment ce que c'était que de faire de l'accompagnement humain et ce que ça voulait dire aussi de s'accompagner soi. Parce qu'en réalité, en faisant ce travail extérieur avec mon fils, je réalise aussi à quel point j'ai été défaillante, moi, à certains moments de ma vie, dans mon accompagnement. Parce que quand on apprend à faire ce genre de choses en lisant des livres ou en regardant des reportages, enfin peu importe, en ayant une approche intellectuelle, c'est la tête qui est la porte de la réception de la connaissance, on va dire ça comme ça. Et donc la tête essaye d'envoyer les informations au corps. Et parfois, ce chemin-là n'est pas forcément le chemin le plus écologique pour apprendre. Même si la connaissance intellectuelle est très valorisée dans notre société. En réalité, moi, pour faire ce travail d'accompagnement humain déjà sur moi, il a fallu qu'il se passe quelque chose dans mon corps et dans ma chair. Et le fait d'avoir un enfant, effectivement, à la maison, donc là, je ne parle même pas... même le fait d'avoir un enfant autour de soi, donc c'est pas forcément être parent, mais d'avoir un enfant dont vous devez vous occuper ou dont vous devez prendre soin, ça vous permet déjà de comprendre, de voir un peu à l'extérieur une interaction qui se joue à l'intérieur, mais de façon cachée. Puisque bien sûr, quand je vois comment j'interagis avec mon enfant, je comprends aussi comment j'interagis avec la partie de moi, l'enfant qui vit en moi. Et aussi, je vois toutes les façons dont j'ai pu être un mauvais parent pour mon enfant, l'enfant intérieur. Cette discussion commence à devenir un peu stratosphérique, mais voilà, j'espère que vous arriverez quand même à capter quelques pépites. J'ai aussi compris que la compassion n'était pas du tout, finalement, cette chose mièvre, calme. J'associais beaucoup la compassion au calme, vous voyez. Alors c'est effectivement une énergie de paix en soi,
Mais bon, c'est une énergie de paix, généralement, qui est centrale, mais tout autour, il y a un peu de chaos. C'est pas du tout se sentir paisible en soi. Enfin, quand vous faites ce travail de transformation, il y a des parties sombres sur lesquelles vous allez tomber, des parties en souffrance. Donc, c'est pas être une espèce de Dalai Lama super zen et je suis dans la compassion et c'est trop bien. Non. En fait, c'est trouver un point central où il y a ça en vous, parce que tout le monde a ça, tout le monde a cette partie que j'appelle une partie centrale, une espèce de siège. Voilà, s'il y avait une table avec différentes personnes invitées, on va dire qu'il y a une personne en tête de table qui est la partie paisible. Voilà, c'est elle qui fait la médiation entre toutes les autres parties. Et donc, cette partie-là, elle existe en tous, mais il n'y a pas que ça. La compassion, ce n'est pas juste être calme et être sur une montagne super zen. Pas du tout. Preuve en est que si justement à l'intérieur de soi, on a toutes ces choses à travailler, toutes ces blessures, à aller alchimiser, il en est de même à l'extérieur. C'est pour ça que la compassion, ce n'est pas se diriger dans le monde en étant zen. Dans le monde extérieur, vous aurez aussi des interactions parfois musclées avec les autres, parce que se respecter, c'est aussi parfois s'affirmer dans le monde extérieur, s'affirmer auprès des gens, poser des limites. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément dans la douceur. Ça peut se faire dans le respect, mais ça peut se faire aussi dans la colère. Donc, on n'est pas du tout dans ce truc que j'appelle hermétique. Ça ne se pratique pas dans une grotte, la compassion. Ça se pratique en relation avec le monde aussi. Et parfois, ça vous demande de trancher des situations et de faire des choses qui vont un peu vous agiter et qui vont agiter votre monde extérieur. Parce qu'il s'agit quand même bien de transformation. Transformation, c'est pas quelque chose qui se passe dans la stagnation. Ça se passe dans un mouvement, dans une énergie, dans des choses qui bougent. Donc forcément, ça ne peut pas être que calme et que doux et que rose. Comme moi, j'imaginais au tout début. J'imaginais que c'était ça. Pour les personnes qui ont du mal à être en compassion avec elles-mêmes, il peut être intéressant de même observer une relation que vous avez dans votre entourage avec. Ça peut être avec un ami, quelqu'un de votre famille. Et de voir dans cette relation à quel point vous êtes en compassion avec l'autre. Parce que être en compassion avec quelqu'un d'autre, en tout cas être dans une relation d'amour et de soutien envers quelqu'un d'autre, est parfois plus facile que de l'être envers soi-même. C'est aussi parce que justement quand on est en relation avec l'autre, l'autre n'est pas nous-mêmes et l'autre est extérieur. Donc il y a une rupture qui rend les choses plus faciles, qui rend les choses plus faciles. Et quand vous regardez cette relation-là que vous avez avec l'autre, essayez de voir comment vous pouvez insuffler même 1% de cette relation en vous et de répéter cette attention et de vous dire en fait là je me parle pas très bien, donc peut-être que je devrais penser à ma relation avec telle personne que j'adore et de voir comment je pourrais me comporter de la même façon avec moi-même et d'insuffler cette énergie petit à petit, même si, comme je vous disais, parfois on ne sait pas quoi se dire. On ne sait pas quoi se dire de positif ou d'aimant parce qu'on n'a pas appris à le faire ou parce qu'on a dû apprendre à faire autrement pour survivre émotionnellement. Et partez de là, gardez ça en vous. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup de « et » dans ce que je dis, mais bon, peu importe. Et aimez-vous. Oui, surtout aimez-vous, mais ne vous aimez pas aveuglément. Aimez-vous pour ce que vous êtes. Aimez-vous pour l'endroit où vous êtes aujourd'hui, même si c'est pas là où vous avez envie d'être forcément. Aimez-vous pour le chemin que vous êtes en train de parcourir, que vous avez parcouru, que vous allez continuer à parcourir, et gardez cette force en vous pour pouvoir justement continuer, créer une synergie, je crois que c'est le mot, une synergie, créer une espèce de force qui fait que vous allez continuer à avancer, que même quand vous allez vous arrêter
que vous aurez l'impression qu'il ne se passe rien, il se passera quand même des choses. C'est juste que vous n'en avez pas conscience. Et ne cessez jamais en fait de rester en contact comme ça avec vous-même et de vous apporter de la compassion, donc de l'écoute, du soin, peu importe ce que vous découvrez sur vous-même. Parce que rien n'est trop moche pour ne pas être transformé en quelque chose de beau. Tout peut être transformé, absolument tout. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir désinvolte. Pour transformer votre vie et alchimiser vos blocages en force, découvrez mon travail de coach sur adelineanger.com. Envoyez-moi un message personnel ou réservez directement une séance de coaching individuel en ligne, où que vous soyez dans le monde. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Miroir désinvolte et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie de vivre une vie qui a du sens et qui prend racine en l'être que vous êtes véritablement, je suis là pour vous écouter et vous accompagner. À bientôt.